Bonsoir et bienvenue à votre émission Vérité en toute liberté. Très heureux de vous savoir nombreux de ma poste téléviseur à attendre ce numéro. Nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir l'honorable Patrick Mouyaya Katembwe, député national. C'est avec lui que nous passerons ces 45 minutes d'aujourd'hui avec bien sûr Eric Mboulamossi. Nous allons les recevoir. Bonsoir Eric Mboulamossi. Bonsoir James. Et ensemble on dit bonsoir à l'honorable. Oui, bonsoir. Bonsoir chers confrères. Voilà, d'ailleurs on va parler aussi de cette étape de votre vie où vous avez été également journaliste. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, prenons le portrait de notre invité pour faire ample connaissance avec lui. Mouyaya Zala Zala, Zala Zala, Mouyaya Zala Zala, Zala Zala. Mouyaya Azala Zala, c'est en ces termes que sa base électorale de la Funa lui apporte sa faveur et ses bénédictions pour une longévité comme élu du peuple. Âgé de 38 ans, l'honorable Patrick Mouyaya est originaire de Bandalungwa. Marié à Benoît Mouzitou, Patrick Mouyaya est père de 3 enfants. Ambitieux et talentueux, il a su très tôt obéir à la loi de l'effort et du savoir-faire. C'est dans cette logique qu'il a perfectionné ses études en communication des organisations à l'Institut facultaire des sciences de la communication et de l'information après un parcours scolaire brillant à l'Institut Lisanga. Amoureux de belles lettres, il s'élancera en journalisme de 2003 à 2006 comme reporter à la télévision CBS, où il occupera les fonctions de directeur des informations et président du conseil d'administration. C'est alors que naîtra en lui le goût de la politique, où il occupera successivement les fonctions de conseiller principal du Premier ministre Antoine Gizenga et Adolphe Mouzitou, avant de se lancer à la bataille électorale pour représenter son fief de Funa à l'Assemblée nationale et d'Ipalou, son parti politique. Il sera alors le plus jeune élu de la représentation nationale, ce qui lui permettra de siéger au perchoir de cette institution en 2012, en qualité du premier secrétaire et rapporteur de son bureau provisoire. Attaché aux valeurs de paix et de la cohésion nationale, il s'emploiera à l'action de sensibilisation des jeunes, mais aussi présider à la tête du réseau des jeunes parlementaires de la RDC et rapporteur du réseau des jeunes parlementaires de la francophonie. Altruiste, il est attaché à l'humanisme et à la protection de la vie humaine. Même pour partager son propre sang, pour sauver des vies, Mouyaya Patrick le fait sans hésiter. Rassembleur, Patrick Mouyaya combat avec la dernière énergie tout clivage aux allures tribales. Sportif et amateur du club, il occupe son temps libre au golf de la Gombe et aux activités récréatives. Friand de bon goût des mets congolais, il préfère les mikila et les haricots. Il adore la couleur bleue, symbole de paix et de tranquillité de l'âme. Très proche de la jeunesse, il a tant communiqué des valeurs positives à cette jeunesse congolaise en quête de repères. S'il existe des souvenirs indélébiles de la mémoire humaine, le cœur amoureux de Patrick en garde un. L'histoire romantique de sa jeune condisciple dont le charme a séduit sa délectation et son amour profond. Malgré ses 2 mandats parmi les élus du peuple et fort de son énergie de jeune, Patrick Mouyaya Katembwe s'est dit toujours disponible pour le peuple et pour la défense de bonnes causes. Nous sommes de retour ici, nous signalons que nous sommes au Béatrice Hôtel. Nous en profitons pour dire grand merci aux responsables de ces beaux cadres qui nous offrent ces plateaux. Vous nous retrouverez désormais chaque dimanche à 19h, station de référence, et nous partirons de ces plateaux au Béatrice Hôtel. Rebonsoir, honorable Patrick Mouyaya Katembwe. Bonsoir James. Alors on va suivre votre portrait. Y a-t-il une particularité à relever qui n'ont pas peut-être signalé dans les portraits? J'aurais voulu rester journaliste. Je crois que c'est mon meilleur métier parce que j'ai atterri là un peu, je dirais pas par accident. Parce que moi dans ma vie, j'ai appris à briser des rêves pour en construire d'autres. Je n'avais jamais pensé devenir journaliste de ma vie, je ne l'ai jamais pensé jusqu'à ce que je le suis devenu.
moi, mon rêve que je commence à perdre un peu, c'était de devenir pilote d'avion. J'ai fait les maths physiques, scientifiques maths physiques. Je devais aller à l'ISTA, mais avec ma mère, on ne s'est pas bien entendu. Je suis allé à l'IBTP pour construire des bâtiments, comme là où nous sommes. Mais bon, une année après, j'ai été rattrapé par les circonstances de la vie qui m'ont orienté plutôt sur les métiers que vous faites et que j'ai beaucoup chéri. Je crois que c'est mon meilleur métier parce que, bon, quand on est journaliste, on a l'avantage de connaître tous les niveaux de la société et on a surtout l'avantage de savoir toujours montrer les chemins et parfois ne pas toujours être ceux qui doivent agir pour que les chemins puissent voir le jour. Et j'ai traversé de l'autre côté. C'est tout aussi, occupant comme travail, mais parfois vous butez à la réalité des choses. Et vous, quand vous venez avec les grands rêves de changer le monde, avec des nouvelles idées, votre jeunesse, vous butez à la réalité qui est tellement parfois compliquée, non pas forcément parce que vous n'avez pas les ressources ou parce que vous n'avez pas d'intelligence, mais parce que vous avez tout simplement la mauvaise foi. Alors dites-nous, honorable, les déclics, c'était quoi au fait pour partir du journalisme à la politique? Qu'est-ce qui a été l'élément moteur de l'autre côté? Je crois que les déclics n'est jamais est arrivé du fait de la pratique, parce que quand j'ai commencé les métiers, j'ai quitté le métier, j'avais à peine 5 ans d'exercice, mais j'ai eu la grâce et les privilèges d'avancer vite, grâce à notamment Willy Kalengai, qui était sur Antena. Et donc, après, je suis allé travailler à la primature, parce que pendant que vous savez, quand vous êtes journaliste, nous sommes en contact avec des hommes politiques, et moi j'étais en contact avec le Palou. Et lorsque le patriarche Gizenga est nommé Premier ministre le 30 décembre 2006, Monsieur Adolphe Muzito, honorable Adolphe Muzito, m'a demandé de les rejoindre au cabinet. J'étais très dubitatif parce que moi je voulais continuer les métiers jusqu'à ce qu'il a appelé ma mère. Et c'est ma mère qui m'a convaincu pour aller de l'autre côté. Et quand je suis arrivé, vous savez, à l'époque, on est tous, jusqu'à aujourd'hui, je crois, on est tous tentés à penser qu'on peut servir 2 maîtres à la fois. Parce que moi, je considère que la presse est le 4e pouvoir et que vous ne pouvez pas être conseiller dans un cabinet et continuer à exercer les métiers. C'est comme ça que j'ai pris mes distances avec les métiers. Et c'est en étant au cabinet que j'ai compris le Congo. Parce qu'il y a le Congo qu'on peint parce qu'on l'a appris à l'école. Il y a les Congos qu'on peint parce qu'on est journaliste. Mais finalement, il y a le Congo qu'on découvre dans sa vraie réalité par rapport à l'étroitesse des moyens, à l'immensité des besoins et par rapport au rôle que les politiques doivent jouer pour que ces pays ici, finalement, cessent d'avoir des ressources qui sont en réalité comme des pierres, si vous ne savez pas le transformer avec de l'intelligence. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai des idées, j'ai la vigueur, j'ai la jeunesse. Pourquoi je ne me mettrai pas au service du pays? C'est ainsi que j'ai été candidat aux élections de 2011. J'ai été élu et j'étais le plus jeune député de ce moment-là. Et puis bon, voilà. Justement, ça fait 10 ans que ça dure. Quelle lecture vous faites de votre entrée dans ces mondes de la politique? Vous savez, le travail de l'homme politique, c'est de transformer, de changer la société. La première chose que vous découvrez, c'est que le Congo est un pays qui est immensément nanti en termes de ressources. La richesse, elle n'est pas potentielle. La richesse, elle est matérielle. La richesse, c'est votre capacité à vous offrir cette belle cravate. La richesse, c'est votre capacité à vous offrir ces paires de chaussures pour marcher. La richesse, c'est comme l'intelligence. Vous ne pouvez pas prétendre être intelligent et marcher en babouche parce que l'intelligence, on la transforme, ça vous permet d'avancer. Et donc, la première chose qui me choque, c'est de regarder les budgets. La taille du budget. Parce que quand on arrive en 2007 à la primature, le budget, je crois, il était de 900 millions. 900 millions de dollars pour un pays qui compte à peu près 70 millions d'habitants, 2 345 000 km², autant des groupes armés, autant d'enfants envoyés à l'école. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait de ces pays? Mais c'était compréhensible dans un contexte où depuis 2001, depuis 1998, les pays étaient plongés dans des rébellions, le pays était divisé et ce sont toutes ces choses qui ont finalement plombé le pays. Mais bon, quand on arrive, on voit le constat qu'il y avait de la volonté politique. Je crois qu'on a commencé à apporter un travail en termes de reconstruction à ce moment-là.
Mais pour moi personnellement, je considère que je suis entré véritablement en politique lorsque j'entre au Parlement. J'ai les privilèges d'être le plus jeune. Et par la volonté du constituant, c'est les deux plus jeunes qui co-dirigent l'Assemblée nationale avec les plus vieux. Je crois que durant mon mandat au bureau provisoire, j'oublierai jamais, ma plus grande leçon, c'est que dans un mandat politique, le plus important, ce n'est pas la durée. Le plus important, c'est les contenus. Nous avions fait 2 mois, on aurait pu faire 3-4 et jouer au glissement et aux prolongations. Mais on a fait 2 mois et en ces 2 mois, j'ai eu le temps de moderniser la RTNC 3. J'ai eu le temps de structurer certains services à l'Assemblée nationale et qui, du reste, continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. Mais en politique, c'est aussi question de valeur. Les développements qu'on attend au Congo devaient aller avec des hommes nouveaux pour permettre ces changements. Comment vous pensez changer des tendances pour avoir de vraies valeurs dans notre classe politique, mais surtout dans notre société, pour permettre ces développements? Je crois que la principale crise que le Congo connaît depuis ses débuts, c'est la crise de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le premier potentiel qui permet les développements des autres potentiels. Alors, l'homme congolais aujourd'hui, qu'est-ce qui façonne un homme? C'est l'éducation que tu reçois à la maison, parce que c'est à la maison qu'on t'apprend tonton Patrick, tonton James. C'est à l'école qu'on t'apprend 1 + 1 = 2. C'est à l'église qu'on peut t'apprendre Matthieu 7,7. Et donc, ce sont les 3 facteurs qui concourent à la formation de l'homme. Mais quand vous regardez l'état dans lequel notre pays se trouve, la famille est affectée, décimée par la pauvreté. L'école fait face à un vieillissement, les enseignants ont vieilli. Les programmes ne sont pas adaptés à l'évolution du monde. Et je parle même pas de l'aspect de l'Église parce que l'Église connaît tous les travers de la société. Et donc, c'est cette crise de l'homme qui nous empêche d'avancer. Parce que lorsque vous parlez des hommes nouveaux, moi, l'homme nouveau, je ne les décris pas comme un jeune. Parce que dans un pays, pour avancer, n'a pas besoin de jeunes, n'a pas besoin de vieux, n'a pas besoin de femmes, n'a pas besoin des métis, n'a pas besoin de noirs. Un pays a besoin d'efficacité et des compétences. Et cette compétence-là et cette efficacité, ce n'est pas l'apanage d'un sexe, d'un âge, d'une race. Et donc, moi, quand on me dit des hommes nouveaux, je vois des hommes qui viennent justement avec ces valeurs, cet amour de la patrie. Des hommes qui, quand ils arrivent au pouvoir, n'arrivent pas là-bas pour penser d'abord à eux. Je vous donne un exemple. Dans les années 70, Mobutu disait « servir, servir et non c'est servir ». Mais c'est un slogan qui vaut aujourd'hui. Et moi, dans le constat que j'ai fait 60 ans après, c'est qu'au Congo, c'est la culture qui est mauvaise. On dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui les rend mauvais. La société et l'environnement ambiant dans lequel évolue l'homme politique congolais les détruit. Parce que l'homme politique congolais, quand il arrive au pouvoir, c'est quoi le réflexe de départ? C'est gagner de l'argent. Le réflexe de départ n'est pas toujours de venir transformer. Parce que quand on arrive, on pense qu'avant nous, il n'y avait rien. On pense que tout doit commencer avec nous. Il n'y a pas des notions de continuité et on fait du surplace. Et donc aujourd'hui, si on veut parler des hommes nouveaux, dans ma définition, c'est des hommes qui arrivent à comprendre leur rôle, qui regardent la société, qui savent la projeter au-delà d'eux, au-delà de leurs calculs, je dirais, nombrilistes ou de leurs intérêts de positionnement. Mais fort malheureusement, depuis 60 ans, on n'a pas encore fait ces bons-là. Alors on va à présent parler de G13, les groupes des 13. Dites-nous un tout petit peu, ça s'est passé comment? Qui vous a recruté? D'abord, comment vous êtes recruté et pour vous arrêter au nombre 13? Vous avez derrière la tête peut-être les 13 parlementaires d'antan. Parlez-nous un tout petit peu de la genèse de ces mouvements, de ces groupes qu'on ne sait pas cerner. C'est un parti politique. C'est quoi au fait? Parlez-nous un tout petit peu de comment est né ce groupe de 13. Je veux vous donner rapidement un exemple et puis je veux vous parler du G13. Parce que quand le Covid est arrivé, en début du mois de mars, notre cher aîné Claudel Loubayard, parce que c'est souvent lui qui prend cette initiative, il dit, écoutez, il m'appelle un matin, il me dit, écoute Patrick, le Covid va arriver, je sais que tu es très branché sur ces questions-là, ça te préoccupe beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas ensemble faire quelque chose pour attirer l'attention du gouvernement? Parce que vous savez que nous, on est des parlementaires, donc nous avons une voix qui porte. Et quand la menace comme celle du Covid est arrivée, ce n'est pas tout le monde qui prenait l'ampleur de la menace. Et on s'est dit, on se met ensemble, et c'était l'honorable Mounoubo,
c'était l'honorable Francine Muyumba, à 4 au mois de mars. On a fait 3 ou 4 communiqués. D'ailleurs, on a obtenu du gouvernement certaines mesures, notamment la mesure de la gratuité de la fourniture d'eau et d'électricité. Et donc, c'était dans cet esprit que l'honorable Claudel m'a contacté. Alors, les idées, moi, je sais qu'il en a beaucoup, il en fournit beaucoup. Et il a eu cette idée, il m'a dit, dans les mêmes esprits, il m'a dit, écoute Patrick, nous avons tous assisté à la session parlementaire. Nous avons tous vu que même la coalition majoritaire au niveau du Parlement, donc la coalition à laquelle j'appartiens, les FCC, était dans la rue pour marcher pour la protection des institutions. Mais avant ça, nous avons vu l'UDPS, les partis présidentiels actuellement, nous avons vu nos frères de la MOCA, mais finalement on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc nous, on ne peut pas, 60 ans après, penser que nous devons construire le pays dans des querelles et dans les déchirements pour ce qui concerne les élections. Parce que si vous lisez la Constitution, la première phrase dans l'exposé des motifs, je crois, on parle déjà de la crise de légitimité. Lorsque vous arrivez vous avez des dirigeants qui ne sont pas reconnus par les peuples, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience, et sans conscience, on ne peut pas construire. Et donc là, on s'était dit, on lance cet appel. Alors, les autres qui ont été contactés, je crois que c'est l'honorable Claudel qui a contacté plusieurs, il y en avait beaucoup. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu le courage de signer avec nous l'appel. Il y a beaucoup qui ont même travaillé avec nous dans la préparation du document, mais qui en dernière minute, pour l'une ou l'autre raison, parce que l'appel que nous avons lancé le 11 juillet était un appel sans embâche. Nous dénoncions toute la situation du pays, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan de l'attitude de certains acteurs. Parce que vous ne pouvez pas penser construire ce pays en reproduisant les comportements qu'on dénonçait. Et donc c'est de cette manière qu'on a créé les G13. Alors, parce que vous avez posé la question au mouvement, nous-mêmes on avait eu une difficulté à définir, mais tout ça pour nous c'était, l'essentiel c'était une initiative que nous portions. C'était une initiative qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas un regroupement politique, et dont l'ambition n'est pas d'arriver au pouvoir. Notre ambition, ce n'est pas de nous positionner, en tout cas derrière les G13, non. Notre ambition par rapport aux G13, c'est d'arriver à apaiser les esprits et à recentrer les uns les autres sur les réformes électorales, parce que nous pensons qu'après avoir eu l'alternance, nous ne pouvons pas continuer à avoir des processus électoraux contestés comme dans les années précédentes, parce que c'est la source de tous nos maux. Et nous nous sommes dit dans une démarche d'anticipation, si nous vidons les questions électorales, nous le souhaitons, durant cette session de septembre, nous serons en mesure, ou le président Tshisekedi, son gouvernement, seront en mesure de s'occuper d'autres questions. Parce que le travail du président de la République ne doit pas être absorbé par des conflits politiciens liés à tel ou tel autre individu. Et donc, nous, on s'est mis un peu au centre de l'initiative en lançant cet appel. Et au-delà de cet appel, nous avons constaté que les Congolais disent toujours la même chose. Mais fort malheureusement, dans ce pays, même à objectif commun, on ne sait pas cheminer ensemble. Nous, on s'est dit, l'idée des réformes, tout le monde en parle, ça s'impose. Mais personne ne prend véritablement l'initiative. Parce que la coalition au pouvoir est prise à régler les mots de gestion du pouvoir. Ça prend le temps, ils ne sont peut-être pas dans leur priorité. Cette question ne figurait peut-être pas en ce moment-là. Nous, on dit, on va recentrer ces débats. Comme tout le monde parle de la même chose, on va consulter tout le monde et voir dans quelle mesure on peut produire un document qui nous engage tous et qui fait que nous avons aujourd'hui un référentiel de ce que nous voulons comme élection et de ce que ça peut apporter comme stabilité dans le pays. Mais est-ce que derrière cette initiative, il n'y avait pas un calcul politique pour prendre à contre-pied toutes les revendications qui ont été portées par la MOCA, d'une part, d'autre part, l'Église catholique et protestante qui exigeaient avant l'installation du bureau de la CENI qu'il y ait des réformes. Et ils ont envisagé un débat autour de cette question. Et bien, vous, au niveau de G13, vous avez pris cette initiative et pour plusieurs personnes, c'était téléguidé parce que vous avez commencé par le président de la République et c'est à lui que téléguidé par qui? Parce que nous, quand on a commencé l'initiative... Est-ce qu'il y avait seulement ce besoin de vouloir aborder un seul aspect de toute la globalité de la question telle que ça se présente aujourd'hui ou juste un calcul? Nous, on a décidé en premier
de transcender tout ce qu'il y avait comme clivage politique. Parce que, vous savez, ce qui fait que le Congo n'avance pas, le plus souvent, c'est qu'on n'a pas des hommes qui savent se dépasser. Vous ne pouvez pas penser régler les problèmes de ce pays si vous restez dans les carcans de nos intérêts partisans. Nous, on s'est dit, par rapport à cette initiative particulièrement, que nous devions prendre, nous, le courage de nous dire, on transcende un peu nos limites politiques ou politiciennes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour le pays? Tout le monde parlait des réformes, mais on ne savait pas comment on devrait commencer, parce que vous avez vu que ceux qui, dans les confessions religieuses, devaient désigner les présidents de la CENI ne se sont pas entendus. Si nos pères, ceux qui encadrent nos âmes, n'arrivent pas à s'entendre, il n'y a pas plus grande preuve de la crise en société. Et alors, nous nous sommes dit en tant que citoyens, nous prenons l'initiative et nous sommes allés voir tout le monde. On a été plutôt bien accueillis. Nous avions un cahier des charges qui a été largement amendé par les personnes qu'on a rencontrées. J'aurai peut-être le temps de l'expliquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les documents que nous avons présentés est un document qui a reçu l'onction de toutes les personnes qu'on a rencontrées. Et c'est les pays qui a gagné. Parce que nous, aujourd'hui, pense qu'il faudrait un débat citoyen au niveau de... J'arrive, parce que nous, lorsqu'on finit cette phase, aujourd'hui, nous avons un référentiel à partir duquel on peut discuter. Parce que quand vous parlez des institutions, moi-même, j'appartiens à cette institution qu'on appelle l'Assemblée nationale. Les institutions dans une république, telles qu'on en parle, ce n'est pas forcément les institutions régaliennes qui gèrent la vie en société, mais les églises aussi sont aussi des institutions et tout ça, mais je n'entre pas dans ces débats. Nous nous sommes dit, partant de l'expérience des propositions de nos collègues Minako et Sakata, vous avez vu vous-même que l'initiative a commencé à l'Assemblée, mais l'initiative n'a pas abouti. Parce qu'il y a eu des Congolais qui étaient dans la rue pour protester contre ces lois-là. Mais ici, il s'agit des lois d'arbitrage. Il s'agit des lois qui nous permettent de désigner ceux qui vont diriger le pays. Et donc, on s'est dit que ces lois-là, l'examen de ces lois-là, requiert une certaine sérénité, requiert une certaine quiétude pour que les choses puissent se passer dans la sérénité. Alors nous nous sommes dit, quelles sont les forces qui sont contestataires et qui vont dans la rue? Nous sommes partis voir l'Église catholique parce que l'Église catholique n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. Nous avons discuté. La bonne chose, c'est que toutes les forces qu'on a rencontrées sont disposées à contribuer pour que nous puissions avancer. Alors, ceux qui ont commencé par nous critiquer au départ disaient que nous voulions un dialogue pour partager le pouvoir. Mais aujourd'hui, si vous regardez dans notre document, il y a une date pour les élections de 2023. Il y a une feuille de route que nous proposons. Dans les idées que nous proposons, d'ailleurs, il y en a une qui a été reprise par le président du Sénat pour dire « Nous voulons qu'on crée dès maintenant un compte d'affectation spéciale élection pour que les budgets électoraux de 2023 ne s'effacent pas que sur le budget de l'exercice de l'année, mais que nous soyons dans une forme de provision. » Et donc, on a réfléchi et on a fait un travail qui, aujourd'hui, consacre la victoire de la République. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Avec les FCC, il y a eu une divergence. La divergence, à mon avis, elle était mineure. La divergence était, pour les FCC, il faut ramener les débats dans les institutions. Nous-mêmes, nous appartenons aux institutions. On sait comment les lois s'élaborent. Qu'on ne vous trompe pas, les députés ne font pas des lois pour eux. Les lois ne s'écrivent pas au palais du peuple. Les lois s'écrivent en cité. On les amène au palais du peuple pour les codifier suivant les rituels républicains. Parce que les lois, quand nous les faisons pour des catégories sociales. Il y a un principe simple de droit qui dit les faits précèdent les lois. Donc on part de faits et puis on les amène là-bas. Et donc quand les gens viennent nous raconter ou nous dire que vous êtes sortis en dehors des institutions, ils ne vous racontent pas comment les lois s'élaborent. Moi je suis porteur d'une initiative de loi sur les start-up. Je travaille avec les organisations du secteur, les personnes qui sont dans les quotidiens. Mais après, je vais l'amener au Parlement. C'est en ce moment-là qu'on va enrichir les débats. Et si on ne vous l'a pas dit, mais quand les débats se font au Parlement, nous sommes enrichis de l'expérience de certains experts. Parce qu'être député ne veut pas dire être expert en tout. Honorable Patrick Mouyaya Katemwe, vous avez déposé à l'Assemblée nationale une proposition
des lois sur justement toutes ces réformes que vous voulez apporter dans notre processus électoral. On va en parler sûrement, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, mais parlez-nous un tout petit peu de ces documents que vous avez sortis après toutes ces concertations que vous avez effectuées durant ces 31 jours. Je signale que ces concertations ont duré 31 jours. Alors parlez-nous de ces documents-là que vous aviez sortis, qui reprend toutes vos conclusions. Quels sont les mots-clés que l'on peut retenir de ces documents? Je vais vous dire rapidement, c'est que nous avons mis dans ces documents qu'on appelle consensus sur les réformes électorales. Dans ces documents, nous, on a dit, quand nous avions été dans nos rencontres, on a rencontré le président de la CENI, Corneille Nangaa. Il nous a dit que pour faire les réformes électorales, il faut changer 18 lois. Parce qu'à la fin de chaque processus électoral, on fait une évaluation. C'est une œuvre humaine. On fait une évaluation et on s'est dit comment on fait pour que le processus qui vient soit la correction du processus que nous avons connu. Et donc nous, on s'était dit, on ne va pas s'étendre parce que 18 lois, c'est beaucoup, mais on s'est focalisé sur quelques questions. La première, c'est la loi organique qui organise la Commission électorale nationale indépendante. On a eu beaucoup de plaintes par rapport à l'indépendance de la structure, par rapport à la gestion des fonds, par rapport au pouvoir du président et au rôle de la plénière. On s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger? La première chose, on se dit, la tendance en Afrique, parce qu'il faut savoir, chers confrères, que, si je peux me permettre, que dans des pays où vous avez des commissions électorales nationales indépendantes, c'est des pays où vous avez des problèmes de confiance. Dans les pays où on a résolu les problèmes de confiance, le rôle de l'organisation des élections repose sur le ministère de l'Intérieur. C'est une administration qui dépend du ministère de l'Intérieur. Mais ici, comme on est doué à ne pas avoir confiance, on s'est dit, bon, on crée une commission électorale nationale indépendante et c'est cette commission qui va s'occuper des élections. Cette commission est censée avoir des représentants de toutes les catégories. On regroupe majorité, opposition, société civile. Dans la commission de Corneille Nangaa, il y avait 13 membres, 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Vous voyez déjà que c'était un déséquilibre. Nous, dans la proposition que nous faisons, on veut une composition paritaire. Le même nombre pour la majorité, les mêmes nombres pour la société civile et les mêmes nombres pour l'opposition. Et là-dedans, nous venons renforcer une disposition parce que ceux qui vont à la CENI, normalement, c'est des personnes qui sont censées être indépendantes parce que la CENI, c'est un arbitre. Un arbitre n'est pas censé avoir de couleurs, tout au moins, même si on les a ces couleurs, mais c'est des couleurs qui ne sont pas connues, c'est des couleurs qui sont diluées. Mais malheureusement, de par la pratique, nous avons vu que ceux qui ont été envoyés à la CENI, ils sont partis comme des soldats de leur famille politique et plus tard, on a vu l'impact sur les résultats. Nous avons dit cette fois-ci qu'il faut qu'on renforce les critères de désignation de ces personnalités dites indépendantes. Ils doivent ne pas être membres des partis politiques, disons, ne pas être dépositaires ou ne pas être élus, comme moi. Aujourd'hui, pour nous, un député ne peut pas prétendre devenir membre de la CENI parce que vous êtes partisan. Et vous êtes, j'allais dire notoirement, vous êtes clairement partisan. Un responsable dans une direction d'un parti politique, vous êtes secrétaire général d'un parti politique, vous êtes secrétaire permanent d'un parti politique, mais vous allez faire quoi à la CENI? Pour que, et même alors, pour que nos amis qui sont dans les différents partis et regroupements désignent des personnes qui répondent aux critères d'indépendance. La deuxième chose, nous voulons renforcer le pouvoir de la plénière pour que cette plénière-là puisse être un organe véritablement de contrôle. Véritablement de contrôle et des contrepoids. Parce que la CENI, c'est la seule structure qui reçoit des millions, des centaines de millions de dollars, mais dont le contrôle n'est pas toujours assuré. Nous avons voulu renforcer les critères de collégialité pour que ça ne donne pas l'impression finalement que dans la CENI, il n'y a que le président. Ça, c'est ce qui concerne la loi sur la CENI. La deuxième chose qui a attiré notre attention, c'est la Constitution. Parce qu'on parle des élections locales depuis 2006, on ne les a jamais organisées. Est-ce que vous savez pourquoi on ne les a jamais organisées? Parce qu'organiser les élections locales dans l'état actuel de choses, c'est organiser les scrutins de 11 756 personnes. On n'a pas les moyens
de faire ces élections, on n'a pas non plus des ressources pour payer ces personnels qui en sortiront. Alors il faut qu'on se dise les choses dans les yeux, parce que si ces pays connaissent entre autres de problèmes sécuritaires, c'est parce qu'il y a un problème d'administration. Et régler les problèmes d'administration, c'est régler les problèmes de légitimité à la base. Et pour régler les problèmes de légitimité à la base, il faut élire les représentants. Nous nous sommes dit, on va faire les élections au niveau des villes, des communes et des territoires, au lieu de les faire même jusque dans les chefferies, ce qui va rendre les choses plus complexes. Et pour arriver à le faire, il faut faire la révision de la Constitution, article 3. Parce que c'est la Constitution qui définit cette décentralisation. Et en même temps, pour ce qui concerne la Constitution, nous estimons, et à raison par rapport à l'expérience, que pour un pays comme la RDC, il faut qu'on revienne au second tour. Il faut que le président de la République soit élu avec des voix confortables. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a été élu avec, je crois, 7 ou 8 millions de voix. Pour un pays qui a 80 millions d'habitants, ça fait un dixième. Il y a quand même un problème. Et donc, nous souhaitons, et nous pensons qu'avec l'expérience de 2006, qui a réuni moboutistes, kabylistes et lumumbistes, les pays a été plutôt bien géré. C'est encore le problème de moyens que vous décrivez. Non, le problème de moyens, qu'on ne vous trompe pas. Il se pose un problème de moyens parce que nos élections, c'est comme quand on était à l'école. On pense qu'on pouvait mieux étudier la veille. Moi, j'ai fait scientifique maths physique. Quand vous aviez les cours de biologie, il était tellement abondant que vous ne saviez pas. Et donc, ces moyens, là, non, ça veut dire les moyens, pour moi, n'a jamais été un problème quand on s'appelle Congo. C'est plutôt un problème d'organisation et de planification. Parce que fort malheureusement, les élections, on aime les financer à la fin. Les élections de 2011 ont coûté plus cher que celles de 2006. Et les élections de 2018 ont coûté plus cher parce qu'on nous a fait croire que c'était un problème d'argent. En réalité, ça ne l'est pas. Les élections à RDC coûtent cher parce qu'on aime faire des choses la veille et parfois des choses qui auraient pu coûter $1 coûtent $10 parce qu'on est en retard. Donc, l'argument des moyens n'en est pas un. C'est justement là ma préoccupation. Si le problème de moyens ne se pose pas pour le second tour, mais pourquoi ne pas étendre cette question sur les élections locales? Non, les élections locales, mais mon cher ami Eric, il faut faire attention. Je vous ai dit, les élections locales, c'est élire 11 756 personnes. C'est complexe. Les élections des députés nationaux, nous avions eu 19 500 candidats. Et si nous devons faire des élections locales pour pouvoir à 11 756 sièges, on aura au moins 100 000 candidats à raison de 10 candidats par siège. C'est encore plus complexe. Il faut faire attention, il faut faire des choix. Nous pensons qu'on ne peut pas lésiner sur la confiance qui relève, qui doit exister entre le peuple et la première institution du pays, parce que c'est le président de la République qui incarne le pays. Et donc, si on a un président qui est élu au second tour, sa légitimité sera plus forte et il sera plus en mesure de rassembler les pays et faire avancer le pays. Et donc, ça, c'est les deux points que nous avons retenus sur la loi, sur la Constitution. Ensuite, il y a la question de la loi électorale, parce que c'est la loi électorale qui vient codifier tout ça. Dans la loi électorale, nous proposons la suppression du seuil, parce que finalement, le seuil, personne n'a compris son fonctionnement. Mais à la place du seuil, nous avons, parce que l'impératif du seuil devait contraindre les différents partis politiques à se rassembler. Vous savez qu'on en avait 700 ou 800. Mais ici, nous, on impose, on propose une condition de redevabilité pour les listes. Ça veut dire, pour que votre liste soit retenue comme participante aux élections, vous devez présenter 60% de candidats sur les sièges à pourvoir, soit 300. Ça veut dire, en réalité, dans les conditions actuelles, vous devez aligner 300 candidats, vous devez payer la caution pour 300 candidats, à peu près 300 000 $. Ça signifie que vous devez préparer les dossiers des candidats. C'est très complexe et les petits partis ne seront jamais en mesure de faire face à cette réalité. Ils seront obligés de fusionner. Donc, nous réglons ces problèmes. Ensuite, nous proposons les scrutins majoritaires, qui est complexe, mais de toute évidence, cette élection proportionnelle a quelque peu montré ses limites parce que vous avez des personnes qui sont élues avec 800 voix et d'autres qui ont des 1000 voix ou 20 000 voix dans la même circonscription mais qui ne sont pas élus parce que sa liste n'a pas atteint 2 fois le quotient électoral. Et ça crée des problèmes en termes de reconnaissance entre ceux qui votent et les personnes qui sortent. Et là-dedans, je vous ferai l'économie parce qu'il y a beaucoup de points dedans, mais il y a un point qui nous a beaucoup tenu à cœur, c'est de mettre fin à cette forme de népotisme dans le choix des suppléants. Pourquoi un candidat doit avoir comme suppléant son épouse? Pourquoi un candidat doit avoir suppléant son propre frère, son propre fils? Nous pensons que la politique,
c'est une affaire d'idéologie, ce n'est pas une affaire de biologie. Donc, nous proposons de restreindre, d'écarter du choix des suppléants les parentés, les personnes avec qui... Et puis, il y a un point important, et puis vous posez votre question, un point important, nous proposons de bannir toute forme de don durant la campagne électorale, parce que c'est une forme de corruption. C'est une forme de corruption. Alors on se dit, on ne peut pas penser construire avec des députés qui, quand ils sont élus, ils pensent avoir acheté des voix et ils se sentent moins redevables. Le peuple doit nous voter, non pas parce qu'on a été les plus offrants, mais parce qu'on a été, en matière d'argent ou de matériel, mais parce qu'on a été les plus offrants en matière d'idées et de visions. Avant, le candidat gouverneur était derrière les députés pour chercher les voix. On a dénoncé la corruption, les achats de voix et consorts. Aujourd'hui, vous maintenez la même position? Non, on ne l'a pas maintenu. On ne l'a pas maintenu parce que nous réfléchissions. Non, on réfléchissait, on se disait que le mode idéal pour un gouverneur était un scrutin direct. Mais pour un pays comme le Congo qui fait face à des menaces de sécurité, on n'a pas voulu consacrer l'élection de Vinci Roitelet. Et ça poserait des problèmes d'organisation dans l'optique où l'un ne meurt pendant le mandat, son moyen de remplacement, et tout ça, ça aurait été laborieux. Mais on a proposé une formule qui permette, parce que les gouverneurs que nous avons, ils doivent être connus par le peuple. Vous avez des gens qui n'ont jamais été au contact avec le peuple, mais qui, quand vient le moment de la campagne, parce qu'on sait que les électeurs, c'est 48 personnes, c'est une course à l'argent, parce qu'on a le plus d'argent, on veut se faire. Non. Ce que nous proposons, on s'est dit que les listes, vous êtes dans un regroupement qui s'appelle par exemple le PALU, vous vous dites, je vais aligner M. Eric et M. James comme candidats au provincial, en même temps, vous dites, M. Mouyaya sera notre candidat gouverneur. De sorte que M. Mouyaya et ses camarades du parti, parce que c'est une aberration que vous avez des délégués d'un parti politique dans une assemblée provinciale qui votent pour quelqu'un qui n'est pas leur camarade. C'est de la corruption. Et vous avez vu vous-même, le président de la République, comment il a suspendu à un moment les élections des sénateurs parce que c'était tellement flagrant de voir qu'un parti politique qui a 12 délégués au sein d'une assemblée provinciale n'avoir aucun sénateur. Ça signifie que tous ces députés provinciaux ont voté pour un candidat qui n'était pas présenté par leur parti. Ça pose un problème. Et donc, on va avancer. Le temps nous imparti touche pratiquement à ça. Ben voilà, on n'a rien dit. Mais on va revenir quand même sur un épisode que vous avez semblé balayer d'un revers de la main tout à l'heure. C'était lors d'une question vous posée par Eric Mboulamossi concernant les FCC. Alors, dites-nous, au début de votre démarche, de cette démarche de G13, vous cherchiez les consensus, c'est-à-dire être reçu par tous, avoir les points de vue de tous. Mais là, il s'est fait que vous n'avez pas été reçu par les FCC. Dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont refusé de vous recevoir et ils ont avancé quoi comme raison pour ne pas vous recevoir? Parlez-nous un tout petit peu de cet épisode-là. Je vous réponds. Oui. Nous avons été reçus par le Premier ministre. Tout le monde sait que dans un régime semi-présidentiel, le coordonnateur de la majorité, c'est le Premier ministre. Nous avons été reçus par le Premier ministre avec qui on a discuté, même si il y a une tendance à ne pas le présenter comme une haute personnalité du FCC, mais moi je suis d'un avis contraire. Nous avons eu des contacts avec nos camarades du FCC, avec lesquels on a discuté. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été formellement reçu, formellement reçu qu'il n'y a pas eu de contact. Et nous continuons de penser que parce que le FCC, je disais que nous avons une divergence de forme, parce que le FCC n'est pas opposé aux réformes. Mais ils ont avancé quoi comme raison? Ces refus-là, ils ont avancé quoi? Non, je crois que formellement. Je crois que vous pourrez leur poser la question, parce qu'au départ, j'ai entendu des collègues dire de nous que nous étions utilisés par une officine étrangère, que nous avions reçu de l'argent, qu'on voulait un glissement, qu'on voulait déstabiliser les pays. Vous-même, vous voyez en réalité que notre initiative va plutôt dans le sens de renforcer le pays. Alors, il faut leur poser la question sur les arguments qui ont milité en faveur de l'argumentaire qu'ils ont choisi. Et donc, nous, on considère que maintenant que nous avons fait arrimer notre loi au niveau de l'Assemblée nationale, nous espérons que les moments venus, la loi suivra
les processus normaux, législatifs, et qui pourra être discuté. Parce que dans les contenus de notre loi, vous avez vu le ministre Mbika, qui est ministre à FCC, dire qu'il soutient la proposition des G13 sur la suppression des dons. Vous pouvez voir, son tweet est public. Ça veut dire que dans le fond, les idées que nous avons ressorties ne consacrent pas la victoire d'un camp sur un autre. Les idées que nous avons ressorties consacrent la victoire de la République. Et les idées que nous avons ressorties ne sont pas définitives. Elles pourront être enrichies par les débats, parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, il y a des choses qu'on a peut-être mal abordées, c'est un travail humain, mais notre idée, c'est de se dire que nous fassions un débat avec de points cruciaux qui vont nous permettre d'avoir un processus électoral plus transparent. Avec quel engagement vous rentrez à l'Assemblée nationale pour cette session? Je crois que nous, pour cette session, il faut en rien qu'elle ressemble à la session précédente. Parce que la session précédente, nous avons montré c'est que l'absence de la concertation peut générer des morts, des marches, un peu plus de sollicitations pour nos éléments de police, et pourtant l'alternance est censée montrer des visages différents du pays. Et j'espère que cette fois-ci, nous allons tirer les dividendes, ou disons les leçons de ce qui s'est passé, pour que nous puissions avoir une Assemblée nationale qui reflète un peu la volonté du peuple. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites un sondage, c'est que les gens vous diront, ce que les gens vous donneront comme appréciation de ce que nous, députés, nous sommes. Je ne sais pas ce que ces gens vous diront, mais je ne suis pas sûr que nous soyons bien perçus par notre peuple. Nous donnons plus l'impression de nous quereller pour nos positionnements que d'aller à la résolution des problèmes du peuple. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre de la démarche du G13, nous voulons profiter de cette session qui est budgétaire, mais on peut trouver de l'espace pour vider les questions clivantes liées aux élections, de sorte que nous puissions nous atteler aux questions importantes. Parce que le président de la République, comme nous, comme tout le monde, nous avons besoin de faire avancer le pays, de le faire développer et de régler les problèmes sociaux tels que vous l'abordez. Quelle est la solution face à toutes ces crises à répétition? Le dialogue. Le dialogue, ça veut dire que, vous savez, moi je suis choqué de voir que nous reproduisons les erreurs du passé. Je vais vous donner un exemple triste de l'histoire de notre pays, c'est pour ça que je m'oppose. Et dans les cas du G13, nous nous opposons à toute forme d'idée tendant aux élections au second degré. Qu'est-ce qui s'est passé entre Lumumba et Kasavubu dans les débuts des années 60? Lumumba était majoritaire à l'Assemblée. Le président Kasavubu a été élu au second degré. Et à un moment, il y a eu un conflit de pouvoir, au point que Lumumba a dit non, vous êtes là parce que c'est moi qui suis dépositaire de la majorité parlementaire, je vous vire. Et les deux se neutralisèrent et il y a eu Mobutu qui s'est interposé. La même chose est arrivée lorsque mon grand-père, Moïse Tshombe, avait la majorité au niveau de l'Assemblée, mais que le président Kasavubu l'a bloqué parce qu'il devait devenir président de la République. Et donc, ça c'est un chapitre triste. Nous avons vu ce que ça peut engendrer, la contradiction. Nous sommes dans un contexte différent, mais c'est un peu comme une histoire qui se répète. Donc, d'un président qui est en alliance avec une coalition, mais qui, quand il ne s'accorde pas, on a l'impression que les deux veulent s'anéantir. Et qu'on ne vous trompe pas, nous tous nous serons perdants, et il faut éviter que cette triste histoire se répète. Parce qu'entre-temps, Eric, et les politiques en parlent très peu, ou les politiciens, les pays ici deviennent pauvres tous les jours. Chaque année, nous produisons 2 millions de nouveau-nés au minimum. Chaque année, on a besoin de construire des hôpitaux. Vous avez vu, quand le Covid est arrivé, dans un pays de 80 millions d'âmes, il n'y avait presque pas de respirateurs. Et donc, nous devons aller à l'essentiel et éviter les contradictions et les querelles liées à nos positionnements individuels. Merci. Merci, honorable Patrick. Mais je n'ai pas droit à un moment oui. de Katembwe. On a vraiment, on a compris. Katambwe. Katembwe. Moi, Katambwe. Katambwe. Voilà, honorable, on a ainsi, il faut le dire, compris la quintessence et l'essentiel de votre démarche, de la démarche de G13. En tout cas, c'était l'important pour nous ici dans Vérité en toute liberté. Vous laissez parler et dire la vérité à nos téléspectateurs. Je crois qu'ils ont été servis, même si les temps nous impartis ne permettaient pas de
d'entrer dans tous les méandres de votre démarche. Mais je pense sincèrement que le message est passé, n'est-ce pas, Eric Mboulamossi? Merci d'Eric Mboulamossi. Merci, James. Mais on va quand même vous donner un mot de la fin. Il y a un dernier mot, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent, malheureusement, je commence à perdre mon optimisme quand je regarde nos comportements 60 ans après. Mais je me dis qu'il faut qu'on garde espoir. Parce que le plus grand gâchis de ce pays, c'est d'avoir des personnes immensément intelligentes qui vivent dans cet océan de pauvreté. J'espère que notre génération sera différente et que le combat que nous, G13, nous avons porté, c'est un combat qui doit nous permettre d'avoir le cadre, qui nous permet d'avoir de bonnes institutions qui vont engendrer de bonnes politiques qui vont donner du bon résultat et du bon résultat qui vont donner les développements. Que Dieu nous bénisse. Vérité en toute liberté, recevez pour vous ce soir l'honorable Patrick Mouyaya à Katembwe. Ça n'est fini pour ce numéro. Je dis grand merci à l'honorable pour sa disponibilité. Grand merci également à Eric Mboulamossi pour l'eau qu'il a apporté au moulin. On ose croire que vous avez été convenablement servi. Vous avez aimé, dites grand merci à toute cette grande équipe technique qui nous a accompagnés, qui était sous la réalisation des Papi Wichiman. Ensemble, on vous fixe rendez-vous pour le dimanche prochain avec un tout nouveau numéro. Portez-vous bien.